Au tribunal, ma sœur a déclaré, enfin, ta maison est à moi. Mes parents ont applaudi. Je suis resté là en silence jusqu'à ce que le juge lève les yeux et dise. Le silence est la vérité au tribunal. Ma sœur a regardé le juge bien en face, et a déclaré, enfin, votre maison est à moi. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Derrière elle, mes parents ont commencé à applaudir, de vrais applaudissements. Le genre que l'on donne quand on pense avoir déjà gagné. Je me tenais là, en silence, les poings serrés, sentant chaque regard, dans la salle d'audience, glisser vers moi. Pour eux, je devais avoir l'air vaincu. La fille effacée, celle qui finit toujours par céder. Ma sœur souriait, comme si la fin était déjà écrite. Ce que personne n'avait remarqué, c'était l'expression du juge. Elle s'est arrêtée de feuilleter le dossier. Ses doigts se sont figés sur la page. Puis, elle a lentement levé la tête, et m'a regardé directement. « Mademoiselle Carter », a-t-elle dit calmement. « Avant de statuer sur cette affaire, j'ai besoin de vous demander quelque chose. » Ce fut le moment où le sourire de ma sœur a vacillé, et l'histoire qu'il pensait connaître a commencé à s'effilocher. Je m'appelle Hazel Carter, et bien avant que nous ne mettions les pieds dans ce tribunal, ma famille avait déjà décidé de qui j'avais le droit d'être. Lorraine, ma sœur aînée, était la certitude incarnée. Elle parlait fort, riait facilement, et ne doutait jamais, un seul instant, qu'elle méritait plus que n'importe qui d'autre dans la pièce. Mes parents adoraient cela chez elle. Ils appelaient cela de la confiance, de l'ambition, du leadership. Quand Lorraine entrait quelque part, les gens s'adaptaient autour d'elle. Quand je le faisais, ils le remarquaient à peine. Lors des réunions de famille, mon père posait une main fière sur l'épaule de Lorraine et disait « Voici notre fille Lorraine. Elle sait ce qu'elle veut. » Puis, ses yeux dérivaient vers moi, presque comme une pensée après coup. Et voici Hazel. Elle est responsable. Responsable, c'était le mot qu'ils utilisaient, faute de trouver autre chose, pour me faire des compliments. J'ai appris très tôt que prendre la parole ne faisait qu'empirer les choses. Si Lorraine m'interrompait, ma mère disait « Laisse-la finir, Hazel. » Si Lorraine me prenait quelque chose, mon père haussait les épaules « Tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas ?» Et si je protestais, même doucement, l'atmosphère devenait glaciale. « Pourquoi es-tu toujours si difficile ?» demandait-il. Alors, j'ai arrêté de discuter. J'ai arrêté d'expliquer. Le silence est devenu mon refuge le plus sûr. Des années plus tard, quand ma grand-mère est décédée, elle m'a légué sa maison sur Cedar Lane. Ce n'était pas un grand domaine, ni une propriété de luxe. C'était une vieille maison étroite, avec des planchers qui grinçaient et un toit qui fuyait, mais elle était solide, stable, tout comme elle. Et pour des raisons que je n'ai jamais pleinement comprises, elle me l'a confiée. Lorraine a ri en apprenant la nouvelle. Cet endroit, a-t-elle dit au dîner, en faisant tourner le vin dans son verre. Qu'est-ce que tu vas en faire? La vendre et ramper pour revenir chez maman et papa. Je la garde, ai-je répondu calmement. Mes parents ont échangé un regard. Cela semble être beaucoup de responsabilité pour toi, a dit ma mère. Ne serait-il pas plus sage de laisser Lorraine gérer une chose pareille? C'était encore là. Cette supposition que je ne pouvais pas, que je ne devais pas. J'ai rénové la maison lentement, selon mes propres termes. Des nuits après le travail, des week-ends passés à gratter la peinture, à apprendre, à corriger mes erreurs. J'ai tout payé moi-même. Chaque reçu, chaque facture, chaque heure de travail m'appartenait. Lorraine n'est jamais venue me voir. Mes parents n'ont jamais demandé comment cela avançait. Mais au moment où la maison a été terminée, au moment où elle a pris de la valeur, tout a changé. Soudain, il y a eu des questions, des inquiétudes, des discussions familiales. Lorraine m'a appelé un soir, la voix mielleuse, d'une manière qui m'a noué l'estomac. « Tu sais, » a-t-elle dit, « papa et maman trouvent injuste que tu aies la maison pour toi toute seule. » J'ai gardé le silence au téléphone, pendant une seconde, avant de répondre. Elle m'a été léguée légalement. Elle a ri doucement. On verra bien. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose importante concernant ma famille. Je n'étais pas une personne avec des droits. J'étais un simple prête-nom, une détentrice temporaire de biens qu'ils croyaient appartenir à quelqu'un d'autre. Et dans leur esprit, ce quelqu'un était toujours Lorraine. 2 semaines après cet appel, une enveloppe épaisse est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse de retour, juste mon nom tapé proprement au recto.
À l'intérieur, se trouvaient des documents de justice. Je me souviens m'être assise sur le bord de mon lit, les papiers tremblants entre mes mains, lisant les mots encore et encore, essayant de leur donner un sens. Lauren Carter contre Hazel Carter. Le nom de ma sœur imprimé au-dessus du mien, séparé par un seul « V » brutal. Elle m'attaquait en justice pour la propriété de la maison. Selon la plainte, j'aurais verbalement accepté de partager la propriété avec elle, avant de retirer mon consentement, en raison d'une instabilité émotionnelle et d'un stress externe. C'était écrit dans un langage calme, professionnel, ce genre de ton qui rend la cruauté raisonnable. Les noms de mes parents apparaissaient sur la dernière page. Leur déclaration de témoin était signée, sans hésitation, sans condition. Cela a fait plus mal que le procès lui-même. J'ai d'abord appelé ma mère, elle a répondu à la deuxième sonnerie, déjà sur la défensive. Hazel, cela n'a pas besoin d'être désagréable, a-t-elle dit. Ta sœur veut juste ce qui est juste. Ce qui est juste, ai-je demandé doucement. Elle n'a jamais touché à cette maison. Elle n'a jamais payé $1. Mon père lui a pris le téléphone. Tu es égoïste, a-t-il dit froidement. Lauren a une famille. Elle a besoin de sécurité. Tu es seul. Seul. Comme si cela me disqualifiait de mon droit de propriété. J'ai mérité cette maison, ai-je répliqué. Grand-mère me l'a laissée. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, a-t-il tranché. Et honnêtement, toi non plus. L'appel s'est terminé là. La date d'audience est arrivée rapidement, plus vite que je ne l'espérais, comme si toutes les personnes impliquées étaient impatientes d'en finir, pour officialiser ce qu'ils avaient déjà décidé être inévitable. Le matin de l'audience, je suis entré seul dans le palais de justice. Lauren était déjà là, parfaitement habillée, assise entre nos parents, comme une reine entre des gardes fidèles. Elle a souri en me voyant, pas un sourire chaleureux, mais un sourire tranchant. Ne t'inquiète pas, a-t-elle chuchoté alors que je passais. Ce sera rapide. Je me suis assise seule à la table de la défense. Pas de famille derrière moi, pas de main sur mes épaules, juste un banc vide et la compréhension tranquille que je n'étais plus quelqu'un avec qui ils essayaient de raisonner. J'étais quelqu'un à qui ils essayaient de tout prendre. Quand le juge est entré et que l'assistance s'est levée, mon cœur a tambouriné contre mes côtes. Je me suis dit de respirer, de rester calme, d'écouter. L'avocat de Lauren s'est levé le premier. Et à chaque mot qu'il prononçait, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de la maison. Ils n'essayaient pas de la partager. Ils essayaient de prouver que je ne la méritais pas du tout. L'avocat de Lauren parlait avec la confiance de celui qui croit que la fin est garantie. Il ne m'a pas attaqué directement au début. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, il a construit une version de moi, pièce par pièce. Des mots calmes, un ton inquiet, des pauses pleines de sympathie. Mademoiselle Hazel Carter, a-t-il commencé, a dû faire face à un stress émotionnel important, au cours des dernières années. Je fixais droit devant moi. Il a parlé de mes longues heures de travail, du fait que j'avais rénové la maison seule, et du fait que j'avais choisi de ne pas impliquer ma famille dans les décisions majeures. Il a présenté mon isolement comme une forme d'instabilité. Par moments, a-t-il continué, Mademoiselle Carter a exprimé le sentiment d'être dépassée, confuse, incertaine quant à son avenir. Lauren hochait la tête lentement, comme si chaque mot confirmait une chose tragique qu'elle avait toujours su. Mes parents regardaient en silence. Puis est venue la phrase qui m'a noué l'estomac, notre position est que, durant cette période, Mademoiselle Carter a accepté, verbalement, de partager la propriété de Cedar Lane avec sa sœur, Lauren Carter. Une promesse qu'elle a rétractée plus tard. Une promesse. Ce mot résonnait dans ma tête. Les promesses sont censées être mutuelles, attestées, mémorisées. Je n'en avais jamais fait aucune. Mais l'avocat n'avait pas encore besoin de preuves. Il avait juste besoin d'instiller le doute. Il s'est tourné vers le juge, ce n'est pas un cas de cupidité, votre honneur. C'est un cas d'inquiétude. Nous craignons que Mademoiselle Carter, en raison d'une fatigue émotionnelle, ne soit plus capable de gérer un tel bien, seule. Capable. Je pouvais sentir le poids de ce mot s'installer sur la salle d'audience. Une femme assise en silence, accusée d'être incapable. Pendant que tout le monde attendait de voir si j'allais craquer, Lauren a fini par prendre la parole. Elle s'est levée et a fait face au juge, la voix douce mais ferme. « J'aime ma sœur », a-t-elle dit. « C'est pour cela que je suis ici.
Elle a toujours été fragile. Je veux juste la protéger, l'empêcher de commettre une erreur. La protéger. J'ai failli rire. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Lorraine m'a jeté un regard, les yeux acérés. Hazel se laisse facilement déborder. Elle panique. Elle doute d'elle-même. Elle m'a même confié un jour qu'elle ne savait pas si elle pourrait assumer la maison. Cette partie était vraie. Je l'avais dit, tard un soir, épuisé, debout dans la cuisine d'une maison à moitié rénovée, de la peinture sur les mains et de la poussière dans les cheveux. Mais ce que je voulais dire, c'était tout assumer seul. Ce que Lorraine avait entendu, c'était une opportunité. L'avocat s'est penché en avant, et c'est alors que vous avez proposé votre aide? Lorraine a acquiescé. J'ai proposé de partager la responsabilité, pour alléger la pression qu'elle subissait. Ma mère s'est agitée sur son siège. Elle a toujours été la plus sensible, a-t-elle ajouté soudainement. Hazel prend les choses très personnellement. Le juge a levé les yeux. Madame Carter, a-t-elle dit calmement, vous aurez l'occasion de parler plus tard. Ma mère s'est tue. La salle d'audience semblait devenir plus petite, plus étouffante, comme si l'air lui-même exerçait une pression. Chaque instinct en moi criait de me défendre, d'expliquer, de corriger chaque phrase déformée. Mais je ne l'ai pas fait, car j'avais compris une chose. Il ne s'adressait pas à moi. Il parlait de moi. Et l'histoire qu'il racontait n'était pas destinée à mes oreilles. Elle était destinée au juge. Lorraine s'est rassise, son rôle joué à la perfection. La sœur inquiète, la fille responsable, la protectrice. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré si doucement que personne d'autre ne pouvait entendre, tu vois, tu aurais dû me laisser gérer. J'ai croisé son regard pour la première fois depuis le début de l'audience. Et à cet instant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de savoir si j'allais perdre la maison. Il s'agissait de savoir si j'allais les laisser décider de qui j'étais. Alors, je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'attendais le moment opportun pour parler. Un silence bref et pesant s'est installé, de ceux qui font que les gens s'agitent sur leur siège, un silence plus lourd que des cris. Le juge a baissé les yeux sur les documents devant elle. Elle les a feuilletés lentement, page par page, comme si elle n'écoutait plus l'histoire racontée à voix haute, mais cherchait quelque chose en dessous. L'avocat de Lorraine s'est redressé, confiant. Mes parents restaient immobiles, les mains croisées. Je gardais les yeux fixés devant moi. Puis, le juge s'est arrêté de tourner les pages. Son doigt s'est posé sur un paragraphe précis. Son front s'est froncé. Elle a levé les yeux. Pas vers Lorraine, ni vers son avocat, ni vers mes parents. Vers moi. Mademoiselle Carter, a-t-elle dit d'un ton égal, vous avez été très silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées. Lorraine a esquissé un léger sourire, comme si c'était le moment qu'elle attendait, le moment où j'allais trébucher, m'embrouiller, et prouver tout ce qu'il venait de dire sur moi. Le juge a poursuivi, avant d'examiner les demandes de la partie demanderesse, j'ai besoin de clarifier un point. Elle a brandi un document. Ce prétendu accord de partage de propriété, quand a-t-il été conclu exactement? L'avocat de Lorraine a répondu rapidement, il y a environ un an, votre honneur, lors d'une conversation privée entre les deux sœurs. Le juge a hoché la tête, puis s'est tourné de nouveau vers moi. Mademoiselle Carter, a-t-elle demandé, vous souvenez-vous d'une telle conversation? J'ai pris une inspiration. Oui, ai-je dit. Le sourire de Lorraine s'est élargi. Le juge a légèrement incliné la tête. Et vous souvenez-vous d'avoir accepté de transférer la propriété de votre bien? Non, ai-je répondu. Le mot est tombé, net, ferme, sans aucune hésitation. Le sourire de Lorraine a vacillé, juste une seconde. Le juge n'a pas réagi immédiatement. Elle a simplement pris une note. Vous avez mentionné vous être senti dépassé à cette époque, a continué le juge. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendiez par là? J'ai choisi mes mots avec soin. J'étais dépassé par les travaux de rénovation, ai-je dit. Par le fait de travailler à temps plein tout en restaurant seule une vieille maison. J'étais fatigué, pas confuse. Lorraine s'est agitée à côté de nos parents. Le juge a de nouveau regardé le document. Et pourtant, cet accord stipule que vous étiez pleinement informé et que vous agissiez avec clarté. Elle a tapoté la page légèrement. Mademoiselle Carter, a-t-elle dit à Lorraine, vous prétendez que votre sœur vous a demandé de partager la propriété.
Pourquoi n'y a-t-il aucune mention d'une contribution financière partagée? Lorraine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son avocat est intervenu, l'accord était basé sur la confiance, votre honneur. Une entente familiale. Les yeux du juge se sont légèrement plissés. La confiance, a-t-elle répété, est rarement documentée avec autant de détails. Elle a tourné une autre page. Et une dernière chose, a-t-elle ajouté, sa voix calme mais plus tranchante désormais. Mademoiselle Hazel Carter a soumis des relevés fiscaux, des permis de rénovation et des polices d'assurance la désignant comme seule partie responsable. Tous datés d'après ce prétendu accord. La jambe de Lorraine a commencé à s'agiter nerveusement. Le juge s'est penché en arrière dans son fauteuil. À ce stade, a-t-elle dit lentement, j'ai des questions sur la crédibilité de la demande, et non sur celle de la défense. L'atmosphère dans la pièce a changé. Ce n'était ni bruyant, ni dramatique. Mais quelque chose a basculé, comme une lame de parquet qui craque sous un poids trop lourd. Lorraine m'a jeté un regard, sa confiance s'effritant visiblement. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, elle n'avait pas l'air victorieuse. Elle avait l'air incertaine. Et j'ai réalisé une chose, alors. Debout sous le regard constant du juge, mon silence ne m'avait pas rendu faible. Il les avait forcés à parler en premier, ce faisant, à révéler bien plus qu'ils ne l'avaient prévu. C'est alors que mon avocat, Daniel Brox, s'est enfin levé. Il n'avait pas interrompu une seule fois. Pas quand ma sœur s'était peinte en protectrice. Pas quand mes parents avaient acquiescé à sa version des faits. Il avait attendu que la salle penche du côté de Lorraine, jusqu'à ce que tout le monde suppose que l'issue était déjà scellée. Puis, il a pris la parole. Votre honneur, a dit Daniel calmement. Avec la permission de la cour, j'aimerais aborder ce prétendu accord. L'avocat de Lorraine a hoché la tête, sans s'inquiéter. Daniel s'est approché du bureau du juge avec un dossier mince. Pas épais, pas spectaculaire, juste précis. Ce document, a-t-il poursuivi, est le fondement de toute la plainte de la partie demanderesse. Sans lui, il n'y a pas d'affaire. Il a posé l'accord sur la table. Le juge l'a étudié de nouveau, plus attentivement cette fois. Daniel a continué. Nous avons demandé un examen indépendant de ce document. Non pas par goût du spectacle, mais parce que quelque chose ne correspondait pas au reste du dossier. Lorraine a croisé les bras. Mes parents se sont penchés en avant. Daniel s'est tourné légèrement, s'adressant à la cour, mais ses mots étaient destinés à tous. D'abord, l'incohérence financière. L'accord revendique une propriété partagée, mais ne contient aucune disposition pour le partage des coûts, aucune dépense de rénovation, aucune responsabilité fiscale, aucune obligation d'entretien. Il a marqué une pause. Ensuite, le timing. Il a tendu un autre document au juge. Cet accord est daté de mars de l'année dernière. Pourtant, l'encre utilisée pour le signer n'a été commercialisée sur le marché que 6 mois plus tard. Un murmure a parcouru la salle d'audience. La tête de Lorraine s'est redressée brusquement. C'est ridicule. Daniel ne l'a pas regardé. Votre honneur, a-t-il dit d'un ton égal, nous avons soumis le papier et l'encre à une analyse médico-légale. Le rapport est inclus dans votre dossier. Le juge a lu en silence. Les secondes passaient, elles semblaient plus longues que tout ce que j'avais enduré jusque-là. Enfin, elle a levé les yeux. Mademoiselle Carter, a-t-elle dit en s'adressant à Lorraine. Saviez-vous que ce document avait été examiné par des experts? Lorraine a dégluti. Je ne vois pas en quoi cela importe. Le ton du juge est resté neutre. Cela importe parce que le rapport indique, avec un haut degré de certitude, que la signature ne correspond pas à l'écriture de Mademoiselle Hazel Carter. La salle est devenue totalement immobile. La main de ma mère a volé vers sa bouche. Lorraine s'est tournée brusquement vers son avocat, vous aviez dit que ce ne serait pas un problème. Il n'a rien dit. Daniel a continué, la voix ferme, il y a plus. Il a produit une autre série de documents. Relevé téléphonique, message texte, courriel. Lorraine a secoué la tête. C'est du harcèlement. Daniel l'a enfin regardé. Non, a-t-il dit doucement. C'est du contexte. Il s'est tourné vers le juge. Ces relevés montrent des messages répétés de Mademoiselle Lorraine Carter à ma cliente après la fin des rénovations. Pas avant, après. Il a lu un message à haute voix, maintenant que la maison a de la valeur,
nous devrions parler. Le visage de Lorraine s'est vidé de ses couleurs. Un autre message a suivi, maman et papa sont d'accord pour dire que tout cela ne devrait pas être à toi seul. Le juge a expiré lentement. Et enfin, Daniel a dit, il y a ceci. Il a tendu une dernière page. Un message vocal enregistré laissé par la demanderesse. Lorraine s'est levée brusquement. C'est privé. Le juge a levé la main. Asseyez-vous. Lorraine s'est figée, puis s'est effondrée sur sa chaise. L'enregistrement a retenti doucement dans les haut-parleurs de la salle. La voix de Lorraine a rempli la pièce, impatiente, irritée, indéniablement réelle. Hazel, arrête de prétendre que c'est seulement à toi. Tu n'aurais même pas cette maison si grand-mère avait été plus lucide. Sois intelligente et signe avant que ça ne devienne moche. Le silence qui a suivi était absolu. Pas de chuchotement, pas de mouvement, pas d'applaudissement cette fois-ci. Mon père fixait droit devant lui, comme si le mur pouvait s'ouvrir et l'engloutir. Les yeux de ma mère étaient vitreux, sans regard. Le juge a coupé l'enregistrement. Elle a croisé les mains. Ce qui préoccupe ce tribunal, a-t-elle dit lentement, n'est pas un simple désaccord entre sœurs. Elle a regardé Lorraine directement. C'est ce schéma de pression, le timing des demandes, et la tentative apparente de transférer une propriété par des moyens qui pourraient ne pas être légaux. Lorraine a ouvert la bouche. Le juge a levé un doigt. Je n'ai pas fini. Lorraine l'a refermé. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Hazel Carter, a-t-elle dit. Vous êtes restée silencieuse alors que d'autres vous décrivaient comme incapable. Pourquoi? La question m'a prise au dépourvu. J'ai répondu honnêtement, parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à m'entendre dire qui je suis, ai-je dit. Et je voulais que le tribunal entende qui il disait que j'étais, avant d'entendre la vérité. Le juge a hoché la tête une fois. Quelque chose dans son expression a changé. Pas de la sympathie, ni de la colère, mais de la reconnaissance. Daniel est retourné s'asseoir. Lorraine n'avait plus l'air confiante. Elle avait l'air démasquée. Et pour la première fois, j'ai réalisé une chose puissante. Il n'avait pas perdu le contrôle parce que je m'étais battu plus fort. Il l'avait perdu parce que la vérité n'avait pas besoin de ma voix pour survivre. Elle avait seulement besoin de temps. Le juge s'est penché en arrière, les mains jointes. Mademoiselle Lorraine Carter, a-t-elle dit calmement. Avant de rendre mon jugement, il y a un point que je dois aborder. Lorraine s'est redressée, forçant un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. Bien sûr, votre honneur. Le juge n'a pas rendu le sourire. Tout au long de cette audience, a-t-elle poursuivi, votre argument juridique a reposé lourdement sur la description de la défense comme étant émotionnellement instable et incapable de gérer des biens. Pourtant, les preuves présentées aujourd'hui suggèrent quelque chose de très différent. Elle a marqué une pause, laissant le silence s'étirer. Elle suggère de la préparation, de la cohérence et de la retenue. La mâchoire de Lorraine s'est crispée. Le juge s'est de nouveau tourné vers moi. Mademoiselle Hazel Carter, je vais vous poser une dernière question, et je veux que vous y répondiez avec vos propres mots. Je me suis levé. Mes jambes me semblaient solides, non pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que la peur n'avait plus d'importance. Oui, votre honneur. Pourquoi, a demandé le juge, n'avez-vous jamais impliqué votre famille dans la rénovation, les finances ou la gestion de cette maison? J'ai pris une inspiration. Et cette fois, je n'ai pas reculé. Parce que chaque fois que je le faisais, ai-je dit, la voix claire, il me disait que je n'en étais pas capable. Lorraine a secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas regardé. Quand j'ai acheté mon premier lot de matériaux, ai-je continué, ma sœur a ri et a dit que je gaspillais mon argent. Quand je travaillais tard le soir pour payer les réparations, mes parents disaient que je faisais du mélodrame. Quand je disais que j'étais fatigué, ils me traitaient de fragile. Ma mère a chuchoté, Hazel. J'ai croisé ses yeux pour la première fois de la journée. Tu ne m'as jamais demandé comment j'allais, ai-je dit doucement. Tu as seulement demandé quand la maison serait finie. L'atmosphère était lourde, chargée. Lorraine s'est levée brusquement. C'est de la manipulation émotionnelle. Elle déforme les choses pour se faire passer pour une victime. Je me suis alors tourné vers elle. Non, ai-je dit, tu es en colère parce que je n'ai pas échoué. Un frémissement a parcouru la salle. Lorraine a ri avec aigreur. Tu crois que c'est une question d'échec?
Tu n'aurais même pas cette maison si grand-mère n'avait pas fait une erreur. Les mots sont restés suspendus dans l'air, laids, indéniables. L'expression du juge s'est durcie. Mademoiselle Carter, a-t-elle dit à Lorraine, vous vous adresserez à la cour avec respect. Lorraine a voulu répondre, mais cette fois, mon père s'est levé. Hazel, a-t-il dit, la voix tendue. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi déchires-tu la famille? Je l'ai regardé. L'homme qui m'avait appris à me taire, à être conciliante, à m'effacer. Je ne déchire rien, ai-je répondu. Je refuse simplement de continuer à tout porter seul pour que tout ait l'air normal. Le juge a hoché la tête lentement. C'est là, a-t-elle dit, une distinction cruciale. Elle s'est tournée vers les avocats. J'en ai entendu assez. La confiance de Lorraine s'est finalement effondrée. Attendez, a-t-elle dit précipitamment. Si Hazel garde la maison, ordonnez au moins une surveillance partagée pour sa propre protection. Le juge n'a pas hésité. Il n'y a aucune base légale pour cette demande, a-t-elle déclaré. Et franchement, après ce que j'ai entendu, ce serait inapproprié. Le visage de Lorraine a rougi. Vous faites une erreur. La voix du juge est devenue glaciale. Non, je suis en train d'en corriger une. Elle a pris son stylo. En examinant les preuves, ce tribunal estime que la partie demanderesse n'a pas réussi à établir de droit légitime sur la propriété de Cedar Lane. De plus, la présentation d'un document qui semble avoir été altéré soulève de graves préoccupations. Lorraine a eu le souffle coupé. La Cour statue donc, a poursuivi le juge, que la pleine propriété du bien reste à la défenderesse, mademoiselle Hazel Carter. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. Je suis simplement resté là, absorbant le poids de ses mots. Et une dernière chose, a ajouté le juge. Lorraine a levé les yeux brusquement. Toute tentative ultérieure de harceler, de contraindre ou de déformer la propriété de ce bien pourra entraîner des conséquences juridiques supplémentaires. Silence. Mes parents sont restés figés. Lorraine s'est affaissée sur sa chaise, fixant droit devant elle comme si la pièce avait basculé. Le juge s'est tourné vers moi une dernière fois. Mademoiselle Carter, a-t-elle dit, son ton plus doux désormais. Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable sous la pression. Ce tribunal reconnaît non seulement votre droit légal, mais aussi la responsabilité dont vous avez fait preuve. J'ai hoché la tête. Merci, votre honneur. Au coup de maillet, quelque chose en moi s'est enfin libéré. Pas du triomphe, mais une délivrance. J'ai ramassé mon sac et je me suis éloigné de la table. Lorraine ne m'a pas regardé. Mes parents ne m'ont pas suivi et, pour la première fois de ma vie, je ne les ai pas attendus. La salle s'est vidée plus vite que je ne l'aurais cru. Les chaises grinçaient doucement sur le sol. Quelques personnes m'ont jeté un regard en passant, non pas avec pitié, ni jugement, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Lorraine est restée assise. Ses épaules étaient raides, ses mains serrées si fort que ses articulations étaient blanches. La sœur qui était entrée en souriant semblait maintenant plus petite, contenue dans l'espace même qu'elle avait autrefois essayé de contrôler. Mes parents ont hésité près de l'allée. Ma mère a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée. Hazel, a-t-elle dit doucement, comme si nous étions seuls. Nous ne pensions pas que ça irait si loin. Je l'ai regardé. C'est bien là le problème, ai-je répondu. Vous ne l'avez jamais pensé. Mon père s'est raclé la gorge. Tu dois comprendre, a-t-il dit en évitant mon regard. Lorraine essayait juste de protéger la famille. J'ai secoué la tête. Non, elle essayait de protéger sa position. Lorraine s'est finalement levée. Alors c'est tout, a-t-elle lancé, la voix de nouveau tranchante, désespérée de reprendre du terrain. Tu gagnes et nous sommes les méchants? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, j'ai dit, il n'a jamais été question de gagner. Elle a ricané. Bien sûr que si. J'ai soutenu son regard, calmement. Il s'agissait d'être entendu. Elle a ri amèrement. Tu aurais pu nous parler. J'ai essayé, ai-je dit. Vous n'avez simplement pas écouté. Les mots ont porté plus de poids que prévu. Lorraine a détourné le regard la première. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous t'avons mieux élevé que cela. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, puis se relâcher. Vous m'avez élevé pour que je me taise, ai-je dit. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas le faire.
Personne ne m'a arrêté alors que je me dirigeais vers les portes. À l'extérieur, l'air semblait différent, plus frais, plus léger. Les marches du palais de justice s'étendaient devant moi, solides et ordinaires. Je suis resté là un moment, laissant le bruit de la ville m'envelopper. Mon avocat m'a rejointe et m'a tendu un dossier. « Vous vous en êtes bien sorti » a-t-il dit. « Tout le monde n'est pas capable de rester serein sous une telle pression. »« Merci » ai-je répondu. « De m'avoir cru. » Il a souri. « Les preuves ont parlé d'elles-mêmes. Vous leur avez juste laissé de l'espace. » Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé une chose importante. Je ne laissais pas derrière moi une famille qui m'aimait et qui avait échoué. Je laissais derrière moi une version de moi-même qui croyait que l'amour signifiait l'endurance. Je suis descendu les marches lentement, délibérément. La maison de Cédarlan était toujours la mienne, mais plus que cela, mon avenir l'était aussi. Et cette fois, je ne retournais pas dans le silence. Je suis allé à la maison ce soir-là. Le soleil était déjà bas, jetant de longues ombres sur le porche que j'avais réparé de mes propres mains. L'endroit semblait le même que toujours, calme, modeste, solide. Mais en me tenant là, après le jugement, il me paraissait différent, comme s'il appartenait enfin à la personne qui s'était battue pour lui. Pas seulement légalement, mais émotionnellement. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Pendant un long moment, je n'ai pas allumé la lumière. Je suis resté là, écoutant le grincement familier du parquet, le doux ronronnement du réfrigérateur, ce silence constant que j'avais autrefois confondu avec de la solitude. Cette maison ne m'avait jamais jugé. Elle ne m'avait jamais dit que j'étais trop ou pas assez. Elle était simplement là, attendant que je la revendique pleinement. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de ma mère, nous devons parler. J'ai fixé l'écran, puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Pas ce soir. Certaines conversations demandent de la distance avant de pouvoir être honnêtes, et d'autres n'ont tout simplement pas besoin d'avoir lieu. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai laissé la journée défiler dans mon esprit. La certitude de Lorraine qui se brisait, le choc silencieux de mes parents, la voix ferme du juge tranchant des années de doute d'un seul verdict. Pendant si longtemps, j'avais imaginé la justice comme quelque chose de bruyant, de conflictuel, de final. Mais ce que je ressentais maintenant n'était pas du triomphe. C'était de la clarté. J'ai compris une chose que j'ignorais auparavant. Me défendre ne faisait pas de moi quelqu'un de cruel. Cela ne faisait pas de moi une ingrate, ni une mauvaise fille, ni une pire sœur. Cela faisait de moi une adulte. Pendant des années, j'avais cru que maintenir la paix était ma responsabilité. Que si je restais tranquille, effacée, conciliante, les choses finiraient par s'arranger. Ce n'est jamais le cas. Une paix qui exige votre silence n'est pas de la paix. C'est de l'effacement. Le tribunal m'a donné une protection légale, et c'était important. Il a fixé des limites qui pouvaient être appliquées, des conséquences qui ne pouvaient être ignorées. Mais la véritable protection est venue de quelque chose de plus discret, le moment où j'ai cessé d'accepter une version de moi-même écrite par des gens qui profitaient de mes doutes. J'ai parcouru la maison, pièce par pièce, touchant les murs que j'avais peints, les luminaires que j'avais installés, ces petits détails que personne d'autre ne remarquait jamais. Chacun d'eux portait un souvenir de persévérance, d'apprentissage, et du choix de continuer, même quand personne ne regardait. Quand je suis arrivé à la chambre, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air du soir. J'ai pensé à l'avenir, pas en termes dramatiques, ni comme un discours de victoire, mais comme quelque chose de stable et d'ouvert. Je pourrais louer la maison, ou continuer à y vivre, ou un jour la vendre pour commencer quelque chose de nouveau. Pour la première fois, ces choix me semblaient m'appartenir. Ma sœur n'admettra peut-être jamais ce qu'elle a tenté de faire. Mes parents ne comprendront peut-être jamais pleinement pourquoi ils m'ont perdu bien avant de perdre le procès. Mais ce n'est plus un problème que je dois résoudre. J'ai éteint les lumières et je suis monté à l'étage, emportant avec moi quelque chose de bien plus précieux qu'une maison, ma voix, mes limites, et la certitude que je n'ai pas besoin d'être silencieuse pour avoir ma place quelque part. Surtout dans ma propre vie. C'est là que mon histoire commence vraiment.